Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je crois que ce n'est pas noircir le tableau que de dire que tous les indicateurs sont au rouge en Algérie. Un des rares pays au monde à disposer d'autant de potentialités, d'un si beau et si grand pays, d'autant d'avantages, de richesses naturelles et d'atouts de toutes sortes, et qui est à la traîne de nations infiniment moins bien loties que lui. Un pays qui collectionne les plus sinistres records et dont les dirigeants sont épinglés parmi les plus incompétents et les plus corrompus du monde. Et dans le lot des catastrophes, toutes plus tragiques les unes que les autres, oui, ce n'est pas exagéré de le dire et de le redire, toutes plus tragiques les unes que les autres, dans ce lot, le secteur de la santé publique à la côte. Et là, la situation est tellement grave, tellement dégradée, dans un état de déliquescence tellement avancé, que même avec la meilleure volonté du monde, et même si l'on y investissait des moyens les plus faramineux qu'ils puissent s'imaginer, il serait extrêmement difficile de la remettre à flot un temps soit peu. Oui, et c'est peu dire, que de dire que la situation est quasiment désespérée. Excusez-moi pour mon pessimisme. À un point d'ailleurs désespéré, et qui est très significatif, est que les barons du régime, tous les barons du régime, tous sans aucune exception, ainsi que leurs épouses, leurs enfants, voire même leurs proches, se soignent tous à l'étranger, où beaucoup d'entre eux sont morts déjà dans des hôpitaux étrangers. Et encore plus significatif est que de plus en plus d'Algériens des classes moyennes vont se soigner en Tunisie, au Maroc ou en Turquie. Certains vont jusqu'à se saigner à blanc, jusqu'à vendre leurs biens pour sauver leur vie ou celle des leurs. Et c'est dire. Et c'est au milieu de ce naufrage, de tout ce secteur, que subissent des pressions intolérables les professionnels de la santé, tous statuts confondus, médical, paramédical et administratif. Des personnels livrés à eux-mêmes, sans moyens, gérés de façon approximative, mal rémunérés, mal considérés, désarmés, réduits à l'impuissance face à la maladie, à la souffrance et à la mort. Et c'est dire que le mouvement des médecins résidents, qui risque de paralyser le peu qui reste de ce secteur, n'est ni une sorte d'humeur, ni une quelconque manipulation, comme l'affirment les voix de leur maître, mais une juste réaction. Une réaction très saine d'un corps malade. Aujourd'hui. Challenge. Algérie. Médecins et enseignants en grève pour leur salaire. Par Reuters. Al-Watan. Sit-in hier à Alger des médecins résidents et des internes. Le conflit se durcit. Par Nadir Idir. La Nouvelle Tribune. Algérie. 4 mois de grève des médecins et des enseignants. Santé publique en Algérie entre colère et déshérence, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau. C'est une émission qui va durer 1h30. Azdine Zahlani, juriste et analyste politique. Merci Azdine Zahlani d'être des nôtres. Yassine Mahibahi, psychiatre, merci d'être avec nous. Yassine Mahibahi. Abdelhak Sarab, médecin. Merci Abdelhak Sarab d'être avec nous. Vous êtes tous deux en France, établis en France. C'est ça. Alors, Amina Fedjar qui sera avec nous depuis Oran, où elle est médecin résident en pédiatrie au CHU d'Oran. Mohamed Tar Dridi, médecin résident en radiothérapie au CHU de Constantine, qui restera un peu avec nous
depuis Constantine au téléphone, et Sofiane Defallah, représentant des médecins résidents au CHU d'Alger, qui restera un peu avec nous aussi. Je vais commencer par Amina Fedjer, médecin résident en pédiatrie au CHU d'Oran. Merci Amina d'être des nôtres. Bonsoir et merci à vous. Merci. Alors, vous avez écrit une lettre ouverte aux Algériens qui a été diffusée par Mediapart. Je l'ai lu. D'abord, je vous félicite. C'est un véritable état des lieux en même temps qu'un très lourd réquisitoire. Et je recommande vivement à nos téléspectateurs de la lire pour comprendre un peu ce mouvement, votre mouvement des médecins résidents, où vous expliquez le pourquoi du comment et où vous en êtes. Mais si vous nous disiez un peu l'état des lieux aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, Amina Fedjer? Donc tout d'abord, la lettre a été publiée sur Algérie Park et non Mediapart. Ah d'accord, oui, pardon. Je fais toujours ça, la même erreur, c'est pas la première fois. Oui. Je vous en prie. Effectivement, Algérie Park s'inspire de Mediapart. Oui, en effet. Maintenant, ce qui est de l'état des lieux, quand vous savez, c'est-à-dire nos hôpitaux sont aussi sales, sont aussi inéquipés. Il y a une pénurie de médicaments, de sécurité, de bonne foi, on va dire. Maintenant, ce qui est de notre grève, ce qui est nouveau, nous avons le soutien du CAMSA, du comité des médecins assistants. Ils sont joints à nous et depuis mardi, ils sont à côté de nous. Attendez, Amina Fedjer, attendez, pardon, pour que nous comprenions bien. Vous avez dit le corps des médecins assistants? C'est ça, c'est-à-dire des médecins spécialistes. Spécialistes. Ils se sont joints à vous au niveau national. Ils avaient annoncé vous rejoindre dès le 27 mars. Et ils étaient présents à nos côtés durant nos sit-ins et durant nos assemblées. Est-ce qu'ils vous ont rejoint à niveau national ou seulement à Oran? Le CAMSA s'est joint à nous au niveau national. D'accord. D'accord, je vous laisse poursuivre. Les internes d'Alger se sont joints au mouvement. Pour le moment, ça consiste uniquement les internes d'Alger. Nous attendons la réplique des Oranais, de l'Oranie et de l'Est aussi. Et je tiens par cette occasion de reporter un tragique événement. Donc nous avons perdu 2 médecins, Dr Dahmani et Dr Bag, 2 médecins résidents asphyxiés par le CO. Voilà, donc je tiens... Yassine Mahibey vient de corriger pour dire qu'il s'agit de 3 médecins et non de 2 médecins. Non, il y a 2 médecins résidents et un vétérinaire. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Très bien. 3 personnes. Oui? Donc, exactement. Donc, ces 2 résidents asphyxiés, en fait, c'est un enchaînement de circonstances. Et pourquoi ils ont été asphyxiés? Pourquoi ils ont été asphyxiés? Parce qu'ils se chauffaient à quoi? Ça témoigne surtout de la précarité. D'accord. C'est-à-dire, nous avons un salaire qui n'est pas énorme. Et pour survivre, beaucoup de résidents font appel à de la colocation, comme partout dans le monde. Mais comme vous savez, en Algérie, la location n'est pas réglementée, tout est quasiment dans le noir, rien n'est contrôlé. Du coup, il y avait 5 personnes dans cet appartement. 3 personnes se sont asphyxiées au CO, 2 étaient aux soins intensifs. Elles sont résidentes aussi, mais maintenant elles sont tirées d'affaire. Donc Dieu merci. Alors, quel est le niveau de suivi de votre mouvement dans les différents CHU du pays? Si on parle c'est-à-dire en matière de pourcentage, on a un pourcentage de 60 à 90% selon le zoning, selon les villes, de taux de participation des médecins résidents grévistes. Oui. Mais, 90% de... Oui, poursuivez, je vous en prie. 90% à Oran et on m'a communiqué le chiffre de 70% à Alger.
D'accord. Alors, quels sont les corps de médecins qui vous ont rejoint? Vous nous parliez maintenant des spécialistes. Est-ce que les médecins internes ne vous avaient pas rejoint aussi? Les médecins internes au niveau d'Alger se sont joints au mouvement. Au niveau- Malheureusement, on attend le reste. Oui, mais Amina Fedjar, après je vais passer aux autres invités. Si tous les médecins rejoignaient votre mouvement, les médecins spécialistes, les internes, les résidents, les médecins généralistes, qu'est-ce qui se passerait dans les hôpitaux? Ce serait la paralysie totale, ce serait la mort pour beaucoup de patients, l'aggravation de problèmes pour beaucoup de malades. Ce qu'il faut savoir, c'est que la santé est gangrénée, pas profondément gangrénée. Ce que nous avons, c'est des hôpitaux fantômes, c'est-à-dire un hôpital qui a des murs, des bureaux, des chaises, et c'est tout. On n'a pas d'équipement, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de... La bonne prise en charge n'est pas accordée aux patients. Le médecin est là juste, c'est-à-dire il se présente physiquement. Dans la majorité des cas, il n'est même pas, c'est-à-dire il peut même pas agir en fait. Donc, faut-il juste avoir une présence physique dans un hôpital sans que cette présence physique mène à quelque chose? Donc, je me pose durement cette question. Maintenant, s'il y a d'autres corps qui vont se joindre à nous, ça va être réglementé et ça va être bien coordonné. On ne va pas vider les hôpitaux, ça c'est clair. Vous allez observer un service minimum, je suppose. Sûrement. Merci. Alors, restez avec nous. Sofiane Devollah, vous êtes représentant des médecins résidents au CHU d'Alger. Merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci à vous. Merci. Sofiane Devollah, alors dites-nous, quelle est la situation de votre mouvement, de vos confrères au niveau du CHU d'Alger? Bonsoir. Bonsoir. La situation actuelle, après 4 mois et demi de grève, c'est que voilà notre mouvement, la participation des médecins résidents au CHU d'Alger, voici 30%. Les négociations avec la tutelle ont été suspendues jusqu'au jeudi dernier. Normalement, il y avait une réunion avec la tutelle qui était programmée jeudi, mais elle a été reportée suite au décès de nos confrères. Donc voilà. Oui, Il y a les poursuivez. médecins internes qui sont joints à nous. Donc, et les médecins assistants aussi. Donc, on peut dire que les CHU sont paralysés actuellement. Est-ce que tous les CHU d'Algérie, hormis celui d'Alger, sont à ce point, à ce niveau de paralysie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que, et on a prouvé ça à plusieurs reprises. On a fait une marche nationale à Oran. On a fait une marche nationale à Constantine. Et on a fait une marche nationale à Alger. Et il y a un bureau national de la Camra qui est représenté par 12 personnes, par 12 représentants. Chacun d'eux représente une des 12 facultés d'Algérie. Est-ce Donc on peut dire que les pouvoirs publics montrent des signes d'apaisement? Est-ce qu'ils sont prêts à aller à la table des négociations, répondre à vos revendications, les plus légitimes du moins, les plus pressantes? Jusqu'à maintenant, on pense que non, parce que voilà, on est à 4 mois et demi de grève. Donc, on n'a perçu aucune bonne volonté pour négocier. Au moins, jusqu'au jeudi dernier, on a reçu une invitation pour une réunion. Restez avec nous, Sofiane Devollah. Je reviens à vous dans un instant. Justement, je vais poser la question à un non-médecin. Vous êtes 2 médecins ici, et un juriste avec nous, M. Zalani. J'aimerais savoir, aujourd'hui, la principale revendication des médecins résidents est le service civil. Ils sont en train de dire, nous ne voulons plus de ce service civil, c'est une injustice. Alors, le régime est en train de se servir de cette question pour monter les uns contre les autres. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu un député monter
à la PN, dire que ces médecins n'ont pas le droit de leur faire ça, puisqu'ils font leurs études avec l'argent du Sahara, mais ils refusent d'aller soigner les populations du Sahara. Qu'en est-il, Azdine Zalani? Oui, j'ai eu l'occasion ici, sur votre plateau, une fois, il y a quelque temps déjà, au début du mouvement, de parler de cette question principalement. Oui. Et qui, pour moi, et pour tous les juristes et pour tous les praticiens du droit, est quelque chose de totalement évident. On ne peut pas obliger quelqu'un à travailler contre son avis. Bien. Bon, pour l'Algérie, c'était quelque chose d'un petit peu particulier parce qu'à l'indépendance du pays, donc beaucoup de secteurs d'activité ont dû faire au plus rapide, n'est-ce pas? Et le Sahara algérien était peut-être la région encore peut-être les plus déshéritées, ce qui justifiait, ce qui expliquait cette obligation qui a été faite. Par contre, 50, 60 ans après, l'État algérien avait largement les possibilités, les moyens, d'une part, de créer, de construire des structures hospitalières dans le Sahara ou dans les hauts plateaux, dans les zones déshéritées, c'est-à-dire à Tindouf, à Gardaya, à Tamarrast, etc., structures hospitalières avec tout ce qui va avec. Et pourquoi pas des CHU? Oui, des CHU, quand je dis structures hospitalières, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'infirmerie jusqu'au niveau médical, du professionnel médical, ou même des spécialités, et particulièrement les spécialités concernant certaines maladies. Je pense par exemple à un cas que j'ai eu moi-même à traiter très longuement, à Argan et à Ineker, concernant les maladies radio-induites, les cancers, dû aux essais nucléaires. Aux émanations nucléaires qui perdurent encore. Et à Argan, il n'y avait pas de structure d'accueil pour des malades qui étaient déformés, pour les enfants, pour tout cela, et qui souffraient. Et l'Algérie claironnait de temps en temps, une fois par an, à l'occasion des explosions, pour dire que c'est la France qui est responsable. La France est peut-être coupable. Nous rappelons que les essais ont eu lieu juste après l'indépendance. Même après l'indépendance. Par rapport à des conventions qui ont été passées avec la France. Ils ont été encore plus loin. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs ministres de la Santé ou de la Solidarité successifs à l'époque. Et leur réponse, je n'ai même pas... J'ai honte de répéter par rapport à leurs réponses. Ça, c'est pour vous dire, pour les cas précis. Maintenant, pour toute la zone du Sahara, on peut comprendre qu'à l'indépendance de l'Algérie, pendant les 10-15 premières années, un mouvement de solidarité, un mouvement moral, un mouvement qui engagerait tout le monde. Vous avez, rappelez-vous, pour les jeunes appelés du service national qui faisait autre chose que le service national, qui plantait des arbres, le fameux barrage vert, et autres, etc. Donc il y avait un élan de la population qui faisait une œuvre de développement. Et on pouvait comprendre du point de vue, non pas légal, moral, civique, n'est-ce pas, l'élan des médecins vers le sud ou vers les zones déshéritées. Par contre, la loi, sur le plan de la loi, il est certain. Deux choses. Du point de la loi et de la Constitution. Mais il y a bien une réglementation. Elle serait anticonstitutionnelle s'il y a une réglementation, illégale et anticonstitutionnelle. Et s'il y a une loi, elle est anticonstitutionnelle. Et pourquoi ils n'instrumentent pas en justice les médecins résidents? J'en ai parlé la dernière fois, vous leur avez recommandé. Partir au tribunal administratif, qu'il pose au tribunal administratif cette question, et puis au Conseil d'État, est-ce que c'est poser la question de la légalité de la mesure? Est-ce qu'elle est légale ou pas, compte tenu de la Constitution, compte tenu des lois de la République? Il y a aussi le droit de grève, qui est un droit aussi inaliénable. J'allais vous poser la question. J'allais constitutionnel. Oui. Et on a vu, non seulement pour les médecins, mais aussi pour d'autres secteurs comme pour l'enseignement, où on a non seulement essayé de nier, où on a même proposé, semble-t-il, des lois pour réduire ou même annihiler ou interdire le droit de grève dans certains secteurs, qui est un droit constitutionnel et universel. À condition qu'il obéisse à certaines règles. Oui, bien sûr. Comme le préavis de grève. Il y a plein de choses, tout à fait. Ouais. Mais c'est un des droits les plus reconnus pour le point de vue mondial. Et l'Algérie a signé des conventions internationales qui sont supralégales. Mais eux, ils ne leur ont pas interdit de faire grève. Ils leur ont interdit de sortir dans la rue, de manifester dans la rue, parce qu'ils ont peur de la contagion. Ils savent que la rue est sous tension et que si les médecins résidents, qui sont les élites, parmi les élites de cette société, s'ils sortent dans la rue,
il pourrait devenir valeur d'exemple pour de nombreux mécontents qui n'attendent que le signal. J'y arrive, si vous permettez. Oui. J'ai parlé de certaines personnalités publiques pro-gouvernementales qui suggéraient au gouvernement d'interdire le droit de grève. Oui. Pas simplement pour les médecins, mais aussi... Il y a même une fonctionnaire qui a proposé de supprimer l'ex-syndicat. Par exemple, voilà, oui. Tout à fait. On a déjà eu l'occasion de parler. Maintenant, le troisième point, celui que vous venez de soulever, oui. Celui de la violence exercée contre les manifestants. Contre les manifestants. Alors, le droit de manifester aussi est un droit constitutionnel. Pas Alger. Alger c'est considéré comme... C'est un droit constitutionnel en Algérie. Alger, il est interdit de manifester. On sait tous que la Constitution n'est pas appliquée, qu'il n'y a que des lettres comme cela. Mais pour revenir sur l'aspect juridique, c'est-à-dire que ces médecins-là ne violent pas la Constitution, que c'est le gouvernement qui viole la Constitution et les droits qu'il s'est lui-même édictés, les obligations qu'il s'est lui-même édictées. Pour ce qui est du droit de manifester, cette disposition qui a été faite et qui a été sans limite. On peut considérer que pendant une période donnée, une loi d'exception ou autre, il peut y avoir des limitations dans le temps du droit de manifester, du droit de sortir, du droit de tout ça, etc. Par contre, d'une manière générale, dans la capitale, parce que c'est là où le pouvoir exécutif existe, empêcher les gens de sortir, de manifester, est déjà une violation. Et déjà une violence elle-même. Et nous allons revenir vers vous dans un moment. Yassine Mahibeh, la dernière fois, justement pour rester dans ce sujet, de la contrainte pour envoyer les gens dans des déserts médicaux, vous nous aviez parlé des déserts médicaux en France. Vous nous aviez dit qu'il y avait des déserts médicaux en France, mais que les gens n'étaient pas contraints d'y aller, qu'il y avait d'autres moyens d'émulation. Est-ce que vous pouvez nous en reparler ? Oui, écoutez, d'abord, entre l'Algérie et la France, il y a une grande différence de superficie. L'Algérie, c'est un pays très, très vaste, qui fait 4 fois la France. Et donc, quand on rentre dans ce pays-là, c'est vraiment... Il y a des régions, de l'extrême sud, il y a des régions... Bon, c'est très, très vaste. Et c'est là où on arrive, si vous voulez, à comprendre le fait que ce pouvoir n'a pas réussi, finalement, à trouver la solution. En France... pour attirer des médecins, c'est vrai qu'en France aussi, il y a des problèmes des déserts médicaux. Dans la région de Bretagne, de Normandie, en France, il y a une grande pénurie de médecins quand même. Oui. Mais ça, c'est si vous voulez, il y a les collectivités locales. Les élus, les maires, attirent les médecins par des conditions sociales, par le fait de s'installer dans des maisons de santé. Ça, c'est un plan du gouvernement, la création de maisons de santé. Donc, ce sont des petits cabinets dans certaines villes, défiscalisés. Ça, c'est dans le cadre où les médecins... Il y a aussi des médecins étrangers qui... Il y a des médecins étrangers, il y a l'ouverture, etc. Et puis le secteur public, il continue à avoir son importance capitale en France, ce qui n'est pas le cas en Algérie, on va en parler. Le secteur public hospitalier en France, il a une grande importance dans le sens de recruter des médecins, de leur donner des salaires, de bons salaires, des conditions de travail. L'exonération d'impôts, des choses comme ça. L'exonération d'impôts au niveau de l'État, non. Ça, c'est en France, tout le monde paie ses impôts, il n'y a aucun problème. Non, pour encourager, il y a des exonérations d'impôts en France. Pour encourager certains secteurs, dans des déserts médicaux, par exemple, pour encourager l'investissement dans une région plutôt que dans une autre. C'est des régulations fiscales. Oui, mais ça, c'est à l'échelle des hôpitaux, en tout cas, mais pas à l'échelle individuelle, de médecins. D'accord. Pour encourager quelqu'un à ouvrir un cabinet, par exemple. Ça, c'est dans le cadre libéral. C'est ce que j'ai dit. Oui. Défiscalisation, exonération d'impôts pour les médecins qui veulent s'installer en libéral. Voilà. Et dans le public, ça, c'est autre chose. Le salaire, il est bon, il est ce qu'il est, mais il y a aussi des conditions de travail. Vous partez par exemple en Normandie, il y a plein d'appartements pour les médecins, il y a un système de restauration, il y a des véhicules de service. Tout est fait pour attirer les... Tout est fait pour mais attirer. Il n'y a pas de contrainte. Surtout, il n'y a pas de contrainte. Non, il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs... Pardon, Yassine Mahibeh. Par exemple, au Sahara algérien, au Sahara, il y a Sonatrach. Les gens, on n'oblige pas les gens à aller à Sonatrach. Qu'est-ce qu'on fait? On les paye 3 fois, 4 fois plus. Des motivations salariales, effectivement. Voilà. Et pourquoi on ne fait pas ça pour la médecine? Pour comprendre ce que signifie le service civil pour les résidents, il faut comprendre en même temps le cursus d'un résident. Oui. Le résident, comme nous tous, est un élève qui a entamé
ses études à l'âge de 6 ans. C'est quelqu'un qui, contrairement aux autres, ne peut pas avoir son baccalauréat à 12, 13, 14. Il est obligé, pour faire médecine, d'avoir une très bonne moyenne, 16 et plus. Oui. Il fait 7 ans d'études de médecine. Au lieu d'aller travailler à l'âge de 25 ans et entamer une vie active, à 25 ans, il passe un concours pour accéder au statut de résident. Rappelons que le médecin résident, c'est un médecin généraliste qui a fini ses études, qui prépare pendant 1 année à 2 ans un concours qui n'est pas à la portée de tout le monde. Sur 2000 candidats, on prend à peine 10-20%. C'est les meilleurs des meilleurs, parce que sachant qu'on entame déjà la médecine avec une très bonne moyenne, qui va de 16 jusqu'à plus. Donc une fois, à l'âge de 25-26 ans, il a son diplôme, au lieu de travailler, il fait un sacrifice, il prépare un concours sur une année de 12 à 24 mois, il passe le concours, il l'a. Il commence une spécialité qui va de 3 à 5 ans. Une fois qu'il a fini, il a 32, 33 ans, il se dit « Ouf, alhamdoulilah, j'ai fini ». On lui dit « Monsieur, vous n'avez pas fini, vous allez partir faire votre service militaire ». Après, une fois fini, vous allez partir encore faire votre service civil. Il se retrouve pour un début de vie active à l'âge de 38-40 ans. Ce qui explique pourquoi il y a un tel désarroi. Il y a d'autres, je me permets de rajouter du charbon à votre canoun. Il y a aussi le fait que généralement ces gens, à cet âge-là, ils sont mariés et on les sépare. Bien sûr. Quand ils sont tous les deux résidents, on sépare le couple. Ça arrive souvent. Celui qui gère, ou celle qui gère au niveau du ministère ses carrières, ses affectations, paraît-il, c'est du grand piston. Rajoutez à cela, quand ils arrivent au sud, généralement, où ils ont besoin d'apprendre, ils sont frais et moulus, ils ont besoin de pratiquer. Il n'y a pas leur spécialité. Généralement, on les envoie dans des endroits absolument perdus où il n'y a rien. Tout le monde sait que le Sahara n'est pas doté d'infrastructures minima. Et donc, je vous laisse poursuivre. Voilà. Et donc, à 38-40 ans, il a fini le service civil, le service militaire, le résidanat, la formation de médecin, son baccalauréat à 16 et plus. Ça fait peur et ça crée un stress, ça crée un sentiment d'injustice. Le résident aujourd'hui, le médecin résident aujourd'hui, se sent victime d'une injustice. Et même pour le service militaire, ils se plaignent, ils disent pourquoi tous les autres corps de métier, tous les diplômés d'études supérieures ne font plus leur service militaire, sauf nous. C'est une double peine, service militaire et service civil. Je pense avec un peu plus de flexibilité et d'imagination, on peut aller vers un service militaire où certains vont dans des casernes de l'intérieur du pays, parce que sur les frontières, il faut des médecins militaires professionnels. Oui. Vous ne pouvez pas mettre un jeune du service militaire, même s'il est médecin, sur les frontières avec la Libye. Ça n'a pas de sens. Il faut des médecins professionnels aller sur les frontières du pays. À l'intérieur, on peut créer un service militaire pour les hommes et puis un service civil pour les femmes de 2 ans, par exemple, où l'on peut, en même temps, soit aller vers une caserne, soit aller dans une ville où il n'y a pas assez de médecins. Et ne pas avoir les deux en même temps, parce que c'est très pénalisant. Mais pour les femmes, si on impose le service militaire pour remplacer le service civil. Et pour les médecins femmes, comment on va faire? Oui, elles feront un service civil de 2 années, comme les hommes qui feront par exemple un service... Mais eux, ils ne veulent ni du service civil, ni du service militaire. Non, ils veulent l'un ou l'autre. Ah, on va demander... Est-ce que Mohamed Tardidi est avec nous? On n'arrive pas à le joindre. Alors, je reviens à Amina Fedjer. Amina Fedjer... La proposition du docteur Serrab, faire le service militaire ou le service civil, est-ce que ça vous irait? Nous voulons en fait que ce soit encadré, c'est-à-dire le service civil. On ne dit pas non au service civil, mais jouons sur l'incitation, non à l'obligation. Et équipons le Sud pour que quand on aille au Sud, on a les moyens et pour soigner cette population. Le médecin là, c'est-à-dire moi j'ai énormément d'amis. Ils sont chirurgiens, ils sont neurochirurgiens, pédiatres, gynécologues, etc. Quand ils partent, il n'y a pas de moyens, ou c'est-à-dire ils ne travaillent pas dans leur spécialité. Moi, je connais quelqu'un, un pneumologue, qui fait aide à son ami chirurgien généraliste. Il fait de la chirurgie générale.
Il y a plusieurs chirurgiens qui n'ont pas de bloc. Il y a plusieurs cardiologues qui n'ont ni écho-cœur, ni ECG, ni rien du tout. Ça veut dire qu'on envoie des médecins résidents, dans leur spécialité au sud, alors qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir exercer leur spécialité. Ils se contentent d'envoyer les gens dans d'autres hôpitaux. C'est des emplois, exactement. C'est des emplois fictifs. Restez avec nous, nous allons poser la même question à Sofiane Deferla. Sofiane Deferla. Oui. Alors, la proposition du docteur Abdelhak Serrab, soit le service militaire, soit le service civil, ça vous conviendrait? Ou vous voulez l'abrogation des deux, la suppression, pardon, des deux? Non, juste une petite explication, après je répondrai à cette question. Oui. Voilà. Donc, concernant le service militaire, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on a demandé l'annulation du service militaire. On a demandé l'égalité en termes d'exemption du service militaire. D'accord. Parce que les médecins... Voilà. C'est ce qu'on a demandé. Et concernant le service civil, il y a deux problèmes qui concernent le service civil. Il y a premièrement l'obligation qui était anticonstitutionnelle, et il y a aussi les conditions de travail médiocres dans le Sud. Oui. Alors, concernant la question que vous m'avez posée, oui. C'est l'un ou l'autre. Nous, on est conscient que, voilà, que la modification du déroulement des services civils, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais on peut accepter de faire l'un ou l'autre. Parce que c'est injuste de faire le service militaire et le service civil. Mais est-ce que tout le monde sait qu'au Sahara, les hôpitaux sont des semblants d'hôpitaux, il n'y a rien à l'intérieur, et que des médecins spécialistes comme vous, enfin résidents, qui vont vers des spécialités, ils n'auront pas grand-chose à faire. Une fois que vous êtes spécialiste, il n'y a rien comme équipement, comme spécialité, comme personnel, au pluriel. Est-ce que ce n'est pas aussi l'un des facteurs qui vous pousse à ne plus accepter ces contraintes? Ben oui, justement. C'est à peu près à cause de ça qu'on a commencé notre mouvement. D'accord. Parce que le service civil a prouvé son efficacité au long des années. Parce que la présence des médecins spécialistes dans ces régions-là, c'est une présence fictive. Parce que, voilà, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien du tout. Donc, on ne peut pas, dans ces conditions-là, on ne peut pas faire notre travail convenablement. C'est juste pour la forme, pour dire aux populations du Sud, regardez, les autorités vous envoient des spécialistes, ils pensent à vous, elles pensent à vous, etc. Restez avec nous. Nous allons maintenant commencer par parler de la situation du secteur de la santé publique, dans l'état dans lequel il se trouve, très dégradé, tout le monde en convient, au point où tous les barons du régime se soignent à l'étranger, leurs familles, leurs enfants. Et même maintenant, aujourd'hui, et c'est devenu un phénomène de plus en plus présent dans la société algérienne, les classes moyennes supérieures vont se soigner en Tunisie, au Maroc, en Turquie, entre autres. Et certains Algériens qui ont des maladies graves et qui veulent absolument sauver leur vie en sont arrivés à vendre leurs biens pour pouvoir aller se soigner dans ces pays-là. Écoutez, moi je pense que c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui. Et je pense qu'il faut dire les choses. Nous sommes en train d'assister depuis quand même 20 ans. Allez, depuis 20 ans. En Algérie, nous sommes en train d'assister à la disparition du secteur public hospitalier. Nos hôpitaux ne représentent plus rien. Alors que l'Algérie était avant le fleuron de tout ce qui est médecine, de tout ce qui est hôpital. L'Algérie formait des médecins maghrébins, africains, des médecins africains. Oui, oui. Quand on disait « je suis interne du CHU Mustapha » ou « je suis interne du CHU d'Oran », c'était quelque chose. Il y avait même des Français à l'époque qui faisaient leur internat en Algérie.
Parce qu'il y avait un hôpital fort. Après l'indépendance? Absolument. D'accord. Beaucoup d'internes français faisaient des stages d'internat au CHU d'Alger, à Constantine, à Oran, parce qu'on a eu un hôpital fort, on a eu un système hospitalier qui était assez fort. Mais ça fait 20 ans. Nous avions des professeurs de renommée internationale. Tout à fait. Mais le problème, c'est que ça fait 20 ans, nous sommes en train d'assister à la disparition de l'hôpital, avec l'émergence d'un secteur privé anarchique. Et surtout, troisièmement, quand on entend nos jeunes médecins résidents dans la souffrance, etc., il y a le volet formation. Aujourd'hui, on ne forme pas assez de médecins comme avant. Moi, j'ai envie de revenir, j'ai envie de parler sur le rôle de la médecine générale. On parle beaucoup des médecins résidents, c'est vrai. Mais quel est le rôle de la médecine générale? Quel est le rôle du médecin de ville? Cette formation qui disait Dr Sereb, faire ces 6 années d'études, faire un internat d'1 année et vous êtes médecin généraliste. On doit réfléchir quand même à ça. La médecine générale en France et dans certains pays africains, comme au Sénégal, la médecine générale est une spécialité. Donc, il ne suffit pas de faire ces 6 années d'études, de faire un stage d'internat de 4 trimestres et de dire « je suis médecin généraliste ». Non. Le concours, tout le monde doit rentrer à ce concours et celui qui est mal classé, c'est ce qui se passe en France. En tout cas, ils font médecine générale avec des stages, y compris des stages chez des médecins libéraux. Oui, mais à quoi ça servirait dans un système totalement en détresse, où il n'y a ni équipement, ni organisation, ni lit, ni suffisamment de lits, ni suffisamment de produits, de médicaments. À quoi ça servirait? Ça sert juste... c'est pour ça, quand vous dites qu'il n'y a plus de lits, il n'y a plus rien, c'est ça, c'est la destruction, la disparition de l'hôpital. Et ça, il faut que la population le sache, il faut que les téléspectateurs saisissent et comprennent. Contrairement à ce qui a été dit au Parlement par un des députés du Sahara, parce que les gens ils montent les uns contre les autres, les médecins résidents ne sont pas épanouis, tout simplement. Ils sont eux-mêmes, dans leur formation, ils se plaignent de ne pas être suffisamment pris en charge. Alors, ce sont des éléments qui sont excellents. Ils ont eu leur concours de résidanat, ils ont été très bien classés pour choisir des spécialités. Mais quand ils arrivent dans leur formation universitaire, la formation... Il y a des problèmes de formation et en plus de ça, après, on leur demande d'aller dans des régions désertes et on fait croire à la population. D'ailleurs, ce mouvement de la Camra, il n'est pas né d'aujourd'hui. Il est né en 2004. Il y a eu d'autres manifestations en 2004. Il faut rappeler que les médecins résidents ont été hués dans la rue en 2004. Parce qu'on a monté les populations contre elles. Parce qu'on a monté les populations contre elles. Et on savait en 2004 que c'était une solution juste temporaire, que le véritable problème va continuer. Et on est dans ce problème-là. Les téléspectateurs doivent savoir, le peuple algérien, les citoyens, que les médecins résidents ne sont pas contre partir au Sahara. Parce qu'ils savent très bien que leur pays est vaste. Ils sont contre le fait qu'on les oblige à partir dans des régions. 1, ils ne sont pas formés. 2, ils n'ont pas les moyens de travailler. Et 3, ils ne sont surtout pas épanouis. Quand vous faites le secteur de la santé, si je vous demandais de noter le secteur de la santé en Algérie de 1 à 10, réfléchissez bien. Oui. Vous avez travaillé là-bas, oui. Vous connaissez très bien. Oui. Quelle note vous donneriez? De 1 à 10, oui. Il est très médiocre. Je n'ai pas de note à donner, mais ce que je peux Non, mais donnez-nous une note pour qu'on se fasse une idée. Vous, médecin qui avez travaillé dans ce secteur. Je ne sais pas, le secteur de la santé, je vais donner une note de 3, allez, sur 10. Pour être généreux, on va dire ça comme ça. Pour être généreux. Et vous, Abdel Sereb? Je voudrais bien rebondir sur... Non, mais donnez-moi d'abord la note. Ne vous éclipsez pas. La note, elle est liée au choix politique d'une nation. Oui. Est-ce que le secteur de santé est un secteur prioritaire? Est-ce qu'il est stratégique? Il devrait l'être. Là, les données qu'on a prouvent que non. On a parlé de la situation de la santé dans un pays industrialisé comme la France et puis de l'Algérie. En France, c'est différent parce qu'ils considèrent que la sécurité de l'État français relève des conditions de santé de la population française. C'est un secteur géostratégique. Une nation, une population en bonne santé est une population qui est capable de préserver l'État français, capable de le défendre.
Or, chez nous, la sécurité, c'est une sécurité policière et militaire. La sécurité sanitaire, elle n'existe pas dans le concept du régime algérien. La sécurité culturelle n'existe pas non plus, la sécurité idéologique. On a importé des idéologies du Moyen-Orient, du Nord. Où est-ce qu'étaient les agents qui assuraient la sécurité idéologique des Algériens? Où est-ce qu'ils étaient pour assurer la sécurité culturelle et sanitaire du peuple algérien? Comment ça se fait qu'à Ouargla, une famille de 3 personnes est brûlée et qu'on ne les a pas transférés le jour même? Souffrance atroce 5 jours plus tard, parce qu'on les a transférés. Et tenez-vous bien, le centre le plus proche, le centre des brûlés le plus proche se trouve à Constantine, à 600 km. Oui. Le deuxième est à Alger, à 800 km. Quelle est la politique géostratégique sanitaire de l'Algérie? Est-ce que c'est un secteur prioritaire? La réponse est non. Et puisqu'elle est non, on n'est pas noté, on est hors norme. Mais est-ce qu'il est concevable que dans un pays comme l'Algérie, qui est au sud de la Méditerranée, qui est doté de tant de richesses, de ressources naturelles, qui a dilapidé 1000 milliards en 20 ans, 1000 milliards de dollars, en chinoiserie, en bazar, est-ce qu'il est concevable qu'il n'y ait pas un seul hôpital, pas un seul service dans un quelconque hôpital qui puisse soigner de façon moyennement honorable les gens, au point où tous les barons du régime, tous sans aucune exception, vont soigner l'étranger, y compris le chef de l'État lui-même. Est-ce que c'est concevable? Et ça aussi, ça relève de la sécurité de l'État algérien. Comment ça se fait que le premier magistrat algérien se fait soigner ailleurs qu'en Algérie? Vous ne trouvez ça nulle part. Vous ne trouvez ça nulle part. C'est une question de sécurité nationale. Quelle est notre stratégie dans ce domaine? Peut-être tout simplement, c'est une question d'incompétence généralisée et systémique. C'est des gens qui sont capables de rien faire. On est victime d'une crise de gouvernance due à une crise d'alternance. Ça a commencé par une crise d'alternance. Des gens ont dit on n'a pas besoin de vie politique parce qu'elle est source de fitna et de crise politique et de crise sociale. Donc ils ont étouffer la vie politique. Et en étouffant la vie politique, on a créé une crise d'alternance qui a débouché sur une crise de gouvernance. Est-ce Zalani, cette question ne vous interpelle pas? D'un pays, vous qui avez connu une Algérie un peu meilleure dans les années 60-70, par exemple, le système avait son propre hôpital, un Neige. Ils s'y soignaient. Maintenant, même avant un Neige, c'était Mayo. Même Mayo et Neige, c'est fini, ils ne s'y soignaient plus. Comment expliquez-vous cette situation? On a connu aussi le gargarisme dans les années 60-70. Rappelez-vous la médecine gratuite. Oui. Comme si en France, par exemple, la médecine n'était pas gratuite. Oui. Je voulais juste, à propos de la France, rajouter quelque chose. Oui. Concernant la sécurité, je suis tout à fait d'accord avec vous, concernant le concept de sécurité nationale dans le domaine sanitaire comme dans d'autres domaines. Vous savez qu'ici en France, qui lutte par des lois, par des décrets, par des oukases même administratives et parfois pas tout à fait légales concernant les populations immigrées clandestines, avec des traités européens pour lutter contre l'immigration clandestine. On connaît tout cela, et même d'ailleurs contre l'immigration. Vous savez qu'ici, les clandestins, les sans-papiers, sont pourvus d'une sécurité le CMU. Sanitaire. Le CMU. Voilà. Pourquoi? Couverture mutuelle de l'aide médicale de l'État, l'AME. Voilà. L'AME. C'est-à-dire que les gens qui n'ont le seul droit, c'est de se faire rapatrier chez eux. Par contre, pendant toute leur présence ici, ils ont des droits meilleurs que certains Français concernant la couverture sociale, qui est générale. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils craignent que chez eux, un certain nombre de maladies, parfois, d'autres fois des maladies tropicales ou autres, etc., puissent reprendre ou prendre place en France. Mais même sans ça, ils le font. Parce qu'il y a... Ce n'est pas simplement humanitaire. Oui. C'est la sécurité sanitaire qui fait partie de la sécurité. Voilà, ça fait partie de la sécurité. C'est le principe de la sécurité. Quand on a une population malade, quand on est avec des maladies qui ont disparu et qui risquent de réapparaître. Donc, ne serait-ce que point de vue financier, la prise en charge de ce genre de maladie est parfois est encore beaucoup plus chère. Oui, mais en Algérie, où nous sommes arrivés... On est passé du service, du concept généreux de l'époque socialiste, rappelez-vous, c'est la même chose pour l'agriculture. Oui. La médecine gratuite, c'était de la démagogie. On est arrivé actuellement à un désert agricole où l'Algérien ne sait pas produire une pomme de terre, ne sait pas
comment se produit une pomme de terre. Parce qu'on n'a plus d'agriculteurs, travailleurs de la terre. Mais on a des déserts médicaux. On a aussi des déserts médicaux. Mais des déserts médicaux à Alger. À Alger, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, il y a tout cela. Nos amis médecins peuvent nous en parler en détail, mais la planification, par exemple, la planification démographique de la population, tout le monde savait qu'il y a 20 ans que le nombre d'Algériens allait augmenter, que le nombre donc de prises en charge devait être encore plus cher. Qu'est-ce qu'on a assisté depuis 20 ans? On en a eu l'occasion d'en parler ici. Pratiquement, très peu d'investissement dans le domaine médical, particulièrement dans la santé publique, dans les hôpitaux, pas simplement dans le Sahara, et dans la formation, et pas simplement des médecins, des paramédicaux, et à tous les niveaux. Donc c'est une politique, en fait, parce que le droit médical, le droit à la santé est encore un droit constitutionnel, parmi les grandes affirmations constitutionnelles qu'on connaît. Le droit à la santé du citoyen. Et l'État s'engage à assurer aux citoyens son droit à la santé. Mais l'État n'a même pas assuré le droit à la santé pour ses propres barons. Qui peut me dire comment ça se passe, la prise en charge pour les soins à l'étranger? Non, mais moi, je vous parle simplement des déclamations de l'État au point de vue écrit. Hein, ils font des constitutions, ils font des référendums, ils disent que tout cela. Ils parlent de droit depuis très longtemps, de droit de la population à la santé. Oui, mais ça reste de l'ordre du discours. On assiste à une dégradation, à une destruction. Mais les soins à l'étranger, des barons algériens, se soignent tous à l'étranger. Tous, sans aucune exception. Et leurs enfants. Je connais même le cas d'un général qui a déclaré publiquement être parti en Suisse pour arrêter de fumer. Dans une clinique pour arrêter de fumer. Auprès de la princesse, bien sûr. Des femmes pour accoucher. Des femmes pour accoucher, peut-être même pour faire de la chirurgie esthétique. Mais ça se passe comment pour la prise en charge? Est-ce que c'est la sécurité? Moi, je sais qu'il y a des sources de prise en charge secrètes. Je le sais. Je vais répondre, si vous permettez, monsieur. Oui. À l'ambassade d'Algérie. Oui. Ici à Paris, oui. Il y a un service particulier, n'est-ce pas, oui. pour nos amis, nos responsables politiques. Quand ils arrivent, ils sont... Voilà, bien sûr. Pour leur payer voilà, il y a un budget, il y a un service uniquement pour ces... Ça, c'est en dehors de la prise en charge. Ça veut dire de la prise en charge de la Sécu. Non, non, c'est pas la Sécu. C'est en dehors, c'est l'hôtellerie. D'accord, l'hôtellerie... Non, c'est pas la Sécu. Ils ont enlevé... Vous avez le système de la prise en charge, c'est la sécurité sociale qui envoie des malades. Oui. Alors, le problème, c'est que quand on envoie des malades algériens, on les envoie dans les hôpitaux un peu partout spécialisés par rapport à leur, n'est-ce pas, à leurs affections et tout cela. Et il se trouve que ces grands monsieur ne souhaitent pas, lui qui est ministre, qui est ceci, que cela, se retrouver dans la même chambre qu'un autre pauvre Algérien venu avec... non, alors ils ont protesté. Quand vous nous envoyez en France, ne nous envoyez pas dans des hôpitaux, juifs, etc., où on risque de retrouver nos compatriotes. Moi oui, je vous assure, et j'ai des exemples en tête, je n'ai pas à les citer. Ils ont protesté. Alors du coup, à l'ambassade d'Algérie, il y a un service qui les place où? L'hôpital américain. Neuilly. On m'a même parlé d'une clinique aux États-Unis qui s'appelle Sinaï Sandar. Voilà, donc ils veulent se retrouver seuls. Ouais. Et il ne faut pas qu'ils voient d'autres trucs. Les indigènes. Ceci dit, l'hôpital américain n'est pas parmi les meilleurs classés. Non. Là-dessus, non, je ne pense pas, parce que l'hôpital américain, c'est le seul hôpital français qui n'est pas conventionné avec... l'Algérie et l'hôpital américain. Oui, mais en France, c'est le seul hôpital qui n'est pas conventionné avec la sécurité sociale en France. Je suis en train de dire. D'accord, peut-être qu'il paye directement. Sorti de la par sécurité contre, sociale. il y a une convention, effectivement, avec les VIP, comme ils disent, et l'hôpital américain, effectivement. Il y a une personne, je vous dis, il y a un service, n'est-ce pas, à l'ambassade d'Algérie qui est chargé de transférer, de prendre, de réserver et de payer et de régler, n'est-ce pas, avec le budget conséquent, uniquement pour les VIP, n'est-ce pas, à l'hôpital américain, qui, soit dit en passant, n'est pas extraordinaire. Et vous savez dans quel hôtel ils sont pris en charge? Moi, j'en connais 3. Je connais 3 hôtels parisiens où ils sont pris en charge. Quand ils arrivent, les gros bonnets, l'hôtel Crillon, le Plaza Athénée et le Lutetia, je crois. Oui. On va poser des questions à nos médecins résidents et on revient vers le plateau. Amina Fedjer.
Je suis là. Amina Vedjer, aujourd'hui nous parlions donc de ces gens, de ces barons du régime qui s'en fichent éperdument que les hôpitaux se portent bien ou non, puisqu'eux ne s'y soignent pas. Par contre, il y a de plus en plus d'Algériens qui, pour ne pas mourir tout simplement, ou pour ne pas trop souffrir, vendent leurs biens pour aller se soigner en Tunisie, au Maroc, en Turquie, entre autres. Et le reste des patients, ils font comment? Dans des hôpitaux dont vous-même avez diffusé des vidéos absolument atroces sur la situation de certains services, sur l'hygiène, sur le manque de lits. Comment font les Algériens qui n'ont pas accès à la prise en charge à l'étranger ou aux soins à l'étranger? N'oublions pas que l'hôpital algérien fournit très très peu de bilans et de radios. Moi, j'ai vu des centaines de patients. En 4 ans de pédiatrie, j'ai vu des centaines de patients qui vendent de leurs biens, même si ils sont issus de familles très très pauvres, pour juste subventionner leur bilan et leur radio dans le secteur privé. Ça me déchire le cœur. J'ai le cœur vraiment en sang, mais vraiment, ça me fait de la peine de voir des gens en train de débourser tout ce qu'ils ont, faire des crédits, etc., juste pour assurer leur bilan et leur radio. Et vous, Amina Vedjer, vous-même, comme médecin, quand vous êtes face à un malade dont vous savez que vous n'avez pas les moyens de le soigner, qu'il risque de mourir par faute de soins ou de souffrir, quel sentiment éprouvez-vous face à une telle détresse? Moi, je suis en pédiatrie générale, mais je suis issue d'une clinique de gastro-endocrinopédiatrie qui se nomme Saint-Michel, une clinique de diabète très connue, même avec un écho mondial, on va dire. Donc, je soigne particulièrement des patients diabétiques et des patients qui ont des problèmes endocriniens et gastriques. Donc, face au désarroi, et si je n'ai pas de moyens, ces patients-là, nous faisons des rapports médicaux pour qu'ils soient soignés dans un hôpital militaire, parce que n'oublions pas que l'hôpital algérien est un hôpital discriminatoire, donc il favorise les ayants droit des militaires en détriment des civils, entre autres. Donc nous faisons des rapports pour que ces patients-là soient soignés dans un hôpital militaire. Et à défaut, nous faisons des rapports médicaux en espérant que ces patients-là soient soignés à l'étranger. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des passe-droits à l'endroit des familles de militaires par rapport à celles des civils? Ben, c'est clair et net. L'hôpital militaire est un hôpital propre qui dispose de la majorité des bilans et de radiologie, entre autres la NAPAT, etc. Et l'hôpital civil n'a rien du tout, ou très très peu de moyens. Restez avec nous, Amina Vedjer. Amin Mazit est avec nous pour quelques minutes seulement. Amin Mazit, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des leaders du mouvement des médecins résidents. Merci d'être des nôtres. Amin Mazit. Avec plaisir, je suis avec vous. Amin Mazit, comment ça se passe, votre mouvement, que vous le vouliez ou non? Parce que vous êtes toujours en train de dire « nous ne voulons pas que notre mouvement se politise, nous sommes un mouvement socio-professionnel, malgré tout ça se politise, puisque vous êtes considérés comme des élites de cette société qui est totalement anesthésiée et qui voit ces élites en train de bouger, qui pourraient faire changer les choses. Comment ça se passe au niveau de votre corporation et de votre mouvement ? Alors, pour le mouvement, pour qu'il ne soit pas politisé, il y a une autre lecture, parce que pour qu'on dise qu'il n'est pas politisé, ça veut dire qu'on ne veut pas rentrer dans des revendications, à vrai dire, adoptées par certains partis politiques. Donc, le point que les résidents voulons faire justement sur ce point, c'est qu'on reste attaché à nos revendications socio-professionnelles et à notre vision de la santé dans le futur. Ça veut dire ne rentrons pas dans des collisions, dans des questions qui nous dépassent ou qui ne font pas l'unanimité dans la corporation. Cependant, nous nous inscrivons dans une démarche
où nous demandons à être d'abord libres et ne pas être traités comme des criminels à chaque fois. Et nous demandons de la considération pour que nos revendications aboutissent. Et ça devrait aboutir justement parce que ces revendications sont formulées dans le bien de tous. Oui. En ce moment, quelle est la situation d'après vous? Est-ce qu'elle risque d'évoluer dans le mauvais sens? Et c'est toujours dans le mauvais sens pour les malades, hein, parce qu'il y a de moins en moins de prise en charge, de plus en plus d'anarchie. Il n'y a jamais eu de prise en charge correcte pour les patients et ça empire avec ces mouvements de grève. Et on voit que l'État ne fait rien pour négocier avec les médecins et pour trouver une sortie de crise. Et à ce moment-là, malheureusement, ça a des retentissements sur déjà la prise en charge qui est complètement désarticulée et catastrophique. Et le patient se trouve dans un tourbillon et nous n'aimerions pas faire partie ou tirer profit de cette situation qui nous désole profondément. Mais c'est un aboutissement, on va dire, nécessaire pour faire aboutir nos revendications, quel qu'en soit le prix, parce que c'est une affaire maintenant de dignité du médecin. Et nous avons découvert que justement l'État n'est pas prêt ni à négocier, ni à améliorer la prise en charge de ces patients qui souffrent. Et nous, on en a marre de voir justement ces patients souffrir. Amin Mazit, une dernière question avant de vous libérer. Est-ce que vous êtes conscient que face à vous, les autorités de ce pays, le pouvoir, sait que s'ils cèdent devant vous à vos revendications, ça va être le raz-de-marée. Toutes les catégories socio-professionnelles sont en train d'attendre le dénouement de cette affaire et que si jamais ce gouvernement cède, ça va être des mouvements sociaux de partout. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui, il est quand même triste de savoir qu'il y a des mouvements qui sont, on va dire, dans un froid actuellement et qui attendent les revendications des médecins pour réagir. Ça, c'est quand même triste et je dirais même quelque part incorrect. Donc, si on a des revendications qui soient légitimes, je ne pense pas qu'ils sont reliés par un temps ou par une situation particulière, parce que on est là parce que justement il y a eu un pourrissement, on a laissé les choses s'accumuler et si les autres revendications estiment qu'ils ont droit, qu'ils réclament leurs droits, qu'ils n'attendent pas les médecins et voir leur aboutissement pour réfléchir des leurs. Amin Mazit, merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Sofiane Dhifrullah, avant de vous libérer, Sofiane Dhifrullah, est-ce que vous pensez que votre mouvement pourrait s'essouffler ou qu'il pourrait se durcir? Oui, bien sûr, parce que nous, on croit à nos revendications. Nos revendications sont légitimes. On a commencé ce mouvement pour lutter contre les conditions défavorables dans lesquelles on exerce son métier. Dont le premier perdant, c'est le patient, parce qu'il ne reçoit pas la prise en charge nécessaire. Donc, je crois et je suis vraiment convaincu que notre mouvement va aboutir. Merci beaucoup, Sofiane Dhifrullah. Amin Avedjar, avant de vous libérer, dans votre lettre, parmi de très nombreux points, vous dénoncez des choses. Vous dites je dénonce le favoritisme en dépit de la compétence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour le service civil, Jamel, oui. Les gens sont pistonnés. On ne favorise pas l'élite, on ne favorise pas les gens de compétence. On favorise les gens de piston. Donc, si tu es le piston, tu as ton travail, ton poste dans le service civil à Alger ou à Oran, dans une grande ville, là où tu veux. Et si tu n'as pas de piston, ben tu vas dans les hauts plateaux, dans les coins un petit peu perdus, là où il n'y a rien du tout. Et qui décide des affectations des services civils? C'est une personne, un service, une commission? Comment ça se passe? Ça se passe au niveau du DSP, c'est-à-dire les DSP des différentes villes.
Et s'il y a un recours, ça se passe au niveau du ministère de la Santé. Et c'est là, en fait, où les enjeux se passent. Amina Vedjar, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. J'aimerais que nous revenions sur le sujet de la santé publique en Algérie, parce qu'on ne peut pas ne pas approfondir le sujet. C'est très grave. Il y a des millions d'Algériens qui souffrent dans des hôpitaux qui sont totalement déclassés. Il y a des gens qui vendent leur maison aujourd'hui, leurs bijoux de famille, pour aller soigner en Tunisie, souvent pour une prise en charge qui est assez simple, mais tellement que ça s'est dégradé, les gens ne font plus confiance aux hôpitaux. Il y a des gens qui meurent de maladies d'un autre âge. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Abdelhak Sarrab. Il y a une crise sérieuse de confiance et une crise de gouvernance. Il va falloir faire un bilan rapidement avant un naufrage qui risque d'être imminent. Est-ce qu'il n'a pas déjà eu lieu, le naufrage? Je pense que c'est récupérable. Moi, je suis optimiste. Je pense que c'est récupérable. On a fait une fausse route qui a duré 56 ans, mais il n'est jamais trop tard pour rebrousser chemin, revenir, gagner la confiance de son peuple. Le peuple n'a jamais été l'ennemi d'un régime politique. Le peuple, c'est l'appui, c'est le soutien d'un régime politique. Un régime politique sans peuple est un régime isolé, donc prédisposé aux fautes par manque d'un contre-pouvoir, prédisposé aux ingérences étrangères par isolement et par affaiblissement. Donc on a tout intérêt à se réconcilier, à aller vers l'autre, gagner la confiance. Dès qu'un peuple a perdu confiance en son régime politique, ça ne marchera jamais après. Il va falloir, je pense qu'on a un peuple qui est très patient. Après 132 ans d'occupation française, le peuple a réagi, il a repris son indépendance. Aujourd'hui, le peuple ne veut pas se révolter parce qu'il sait qu'il s'agit de ses propres frères, propres enfants, propres voisins. On ne peut pas se révolter contre soi-même. Mais il est temps. Je m'excuse, je suis désolé de devoir... J'aimerais bien avoir votre gentillesse. Mais comment pouvez-vous penser que ces gens-là, on ne peut pas se révolter contre eux, qui ont pillé le pays, qui l'ont dévasté, qui l'ont saccagé, qui ont mis leurs enfants à l'abri pour des générations, hein, des gens qui sont riches en milliards de dollars. Et ce n'est pas faux de le dire, je vous assure. On ne demande pas aux gens de se révolter par la violence, mais est-ce qu'il ne serait pas plus indiqué qu'un intellectuel comme vous, un homme engagé comme vous, puisse leur dire qu'il est plus qu'un devoir pour eux de devoir recouvrer leurs droits les plus élémentaires? J'ai publié il y a 2 ans une initiative que j'ai appelée une initiative pour une sortie de crise. Partant du principe que je sois médecin, j'ai constaté qu'on est malade. Et c'est une maladie qui remonte à plusieurs siècles. Une crise civilisationnelle qui a débouché sur une crise d'alternance qui a donné une crise de gouvernance. La crise algérienne a 3 portées. Civilisationnelle, crise d'alternance et une crise de gouvernance. En partant de ces 3 crises, je suis arrivé aux conclusions. Il nous faut une phase de convalescence. Beaucoup de gens appellent à des élections, une phase de transition de 2-3 ans suivie d'élections. Vous faites une élection à un peuple en souffrance, c'est comme si vous faites rentrer 2 malades au bloc opératoire, vous les opérez, vous leur dites réveillez-vous, vous allez faire une course, celui qui gagnera, je lui donnerai le meilleur des lits ou la meilleure des chambres. Ils ne peuvent pas courir. Nous avons besoin d'une convalescence, une phase de transition de 12-18 ans, où même le pouvoir en place participera. Un changement pacifique, M. Jamel Benchenouf, n'est pacifique que s'il préserve une partie des intérêts de l'ancien régime. Mandela l'a fait. Oui, sinon il ne partirait pas. Mais oui, il a nommé Frédéric de Clercq son ennemi juré, le représentant, le symbole de l'ancien système. Il l'a nommé vice-président. Et dès qu'il a eu le prix Nobel de la paix, il a exigé que ce soit partagé avec Frédéric de Clercq. Nous sommes appelés, si on ne veut pas avoir une évolution à la syrienne, nous sommes appelés à aller vers ces gens qui viennent vers nous. On n'a pas le choix. La première des solutions, c'est l'amnistie générale. Sans une mais condition qu'elle reçoive l'aval du peuple, pas comme la farce de la Charte nationale pour la réconciliation. Il faut que le peuple donne réellement son aval, qu'il pardonne, et il faudrait peut-être aussi que les bourreaux reconnaissent leurs crimes et qu'ils demandent pardon.
On ne peut pas amnistier quelqu'un de crime qu'il a commis, qui n'a ni reconnu, ni pour lesquels il n'a demandé pardon. Je suis parti plus loin. J'ai revu les travaux de recherche de Montesquieu et de John Locke, le Britannique. Ils ont mis au point un pouvoir politique avec 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et juridique et le pouvoir judiciaire. Pourquoi ne pas, pour la situation algérienne, penser à un 4e pouvoir? Ces gens qui ont peur de passer la main, ils ont peur d'être poursuivis, qu'on crée un 4e pouvoir où ils sont là, dire un pouvoir consultatif, qui n'est pas obligatoire. Ils ont l'immunité à vie, et qu'on se mette à travailler. Très bien. Yassine Wahibahi. Pour ce qui est du domaine de la santé, je voudrais bien revenir sur ce domaine parce que moi, je ne crois pas au miracle. Hein. Donc, il n'y a pas de miracle. Je pense que l'Algérie est en train d'assister, comme tous les pays qui sont en faillite, que ce soit économique et politique. Il y a plein de pays, hein, le Venezuela, le Madagascar, etc., où ce sont des pays qui sont en faillite et donc leurs hôpitaux n'existent plus. Eh ben, je pense moi, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Nous allons tout droit vers la disparition de la santé publique en Algérie si on continue dans cette voie, à savoir la corruption, le gaspillage, le fait d'avoir si vous voulez, une politique qui n'est pas basée sur la vision, mais qui est basée sur le populisme. Donc, pour moi, je reste optimiste dans le sens où l'Algérie, c'est un grand pays quand même, et qu'un jour ou l'autre, ça va se régler, d'une manière ou d'une autre. Mais pour le moment, je pense que... Par enchantement, par miracle? Non, non, c'est pas un miracle. Je pense que tout le monde doit être conscient qu'il doit travailler. Je prends un exemple, par exemple, au niveau du ministère de la Santé. L'actuel ministre de la Santé ne peut pas, de toute façon, il ne faut pas faire croire aux gens que c'est lui le maître à bord. En Algérie, tous ceux que vous voyez dans le gouvernement ou eux ne dirigent pas du tout. Le véritable pouvoir est ailleurs. Hein. C'est un pouvoir qui est occulte. Oui, mais Yassine Wahibahi, comment pensez-vous que ça puisse s'arranger comme ça, alors que d'un côté, il y a un régime mortifère qui est en train de tout dévaster, et dévaste en plein jour, il ne se gêne pas. Par exemple, les scandales pour détournement, pour pillage, c'est devenu un secret de polichinelle qui n'intéresse même plus l'opinion publique. Tellement il s'est répandu. Mais la santé, ça l'intéresse. De l'autre côté, il y a une société qui est totalement anesthésiée, qui ne réagit plus à rien. Je m'excuse de dire les choses de façon aussi amère, mais aussi vraie. Et vous vous attendez à ce que ça se règle? Par quel miracle? Non, Par quel miracle? Comment ça va se régler? Quels sont les acteurs, si ce n'est les gens qui sont en train de bouger aujourd'hui, comme les médecins résidents ou les enseignants? Par quel miracle ça pourrait changer si la société civile ne s'engage pas de façon claire et si les élites de ce pays ne se réveillent pas enfin? Vous venez de le dire. Moi, je vous ai dit dès le début, je ne crois pas au miracle. Oui. Que j'étais pas vous avez optimiste. dit, je sais que ça finira par s'arranger. Oui, ça finira par s'arranger comme dans tous les pays. C'est un pays... d'abord, l'Algérie, c'est un grand pays qui a une grande histoire, qui a quand même un peuple qui a une grande culture. Donc, nous avons tous les ingrédients d'un pays qui, forcément, un jour, va quand même réussir. Mais là, pour le moment... je pense que c'est le résultat d'une mauvaise gouvernance, d'un régime qui est malade. Parce qu'avant de parler sur un secteur qui est malade, il y a la maladie d'un homme qui est le chef de l'État, derrière la maladie d'un régime, et forcément, il y a la maladie de tous les secteurs. Si bien qu'aujourd'hui, le secteur de santé est un secteur très, très sensible. Vous avez parlé des gens qui se soignent ailleurs, c'est du tourisme médical. La nouvelle mode de la Tunisie, je n'ai rien contre la Tunisie, mais enfin, quand on voit les spots publicitaires en nous montrant des cliniques en Tunisie avec de la chirurgie esthétique, etc., moi j'ai envie de dire, il faut arrêter quand même. Quand on pousse les gens en fin de vie qui ont des cancers et qu'on leur dise il faut payer pour aller dans certains centres anticancéreux à Istanbul ou à Ankara ou un truc comme ça, il faut arrêter. Donc, moi, je pense que... La médecine privée, parce que comme on n'a plus beaucoup de temps, j'essaie de vous presser un peu. La médecine privée en Algérie, les cliniques, par exemple, surtout les cliniques d'accouchement qui sont célèbres dans leur spécialité, qui ne sont pas très aimées des Algériens. Le privé en Algérie, il fait de l'abattage. Il n'y a pas d'exercice de la médecine dans le sens noble. Derrière ça, pourquoi ?
En France, il faut savoir copier des modèles quand même. En France, c'est un pays qui a réussi sur un plan de sécurité sociale, parce qu'il y a derrière des mutuelles complémentaires. En Algérie, il y a des cliniques privées, les gens, on leur demande de payer, c'est tout. Vous rentrez chez un médecin, vous lui dites juste un petit mot, il va vous dire 2000 dinars, 1500 dinars. Les cliniques, parce que derrière, il n'y a pas une politique de sécurité sociale, il n'y a pas une politique de mutuelle complémentaire. Derrière, il y a une mauvaise gouvernance et du secteur de la santé et du secteur des affaires sociales. C'est pour ça, aujourd'hui, il est très urgent que tous les acteurs du domaine de la santé, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales se réunissent, discutent. Parce que moi, le privé, je n'y crois pas. Quand vous voyez une ville comme Constantine ou Oran, dans des quartiers, vous trouvez que 5 cardiologues, 4 gynécologues, 10 pédiatres. Ce n'est pas de la médecine, je suis désolé, c'est comme des magasins. Donc, à un moment donné, et c'est là où on doit reparler de la répartition des médecins spécialistes. C'est là où on doit parler de comment on donne l'agrément à des médecins spécialistes dans les 48 wilayas, alors que vous partez dans le sud, il y a 0 médecin spécialiste. Moi, je suis contre ce système. On ne donne pas l'agrément à un médecin spécialiste. Et c'est pour ça que je voudrais juste revenir aux médecins résidents. Quand on voit ces jeunes médecins résidents tellement engagés, tellement... Moi, j'ai dit une chose. Si aujourd'hui, le médecin spécialiste, vous lui dites, vous êtes pédiatre, vous êtes gynécologue, vous allez ouvrir votre cabinet, on vous donne les moyens de vous installer dans le sud ou alors être dans l'hôpital, et on vous donne vraiment les moyens, je suis certain qu'il partira avec beaucoup de joie. Azdine Zailani, sur le même sujet. Je voudrais commencer par quelque chose qui est anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout. Je pense que c'est l'une des conséquences de cet état-là. Avant de prendre très rapidement 3 points de proposition, parce qu'il ne suffit pas de critiquer. Déjà, pour un point positif, il faut citer la carte Shifa, qui a été créée. Carte Shifa, c'est la carte sécurité sociale. C'est une carte qui permet à des malades, atteints souvent d'infections, de maladies chroniques, diabète et autres, etc., de se soigner rien qu'en présentant cette carte pour éviter tous les problèmes liés au remboursement, etc. et tout cela. Et ça, c'est une bonne chose à relever quand même. Oui. De l'autre côté, d'une manière un peu... Mais ce n'est pas ça le sujet. Il y a 3 points assez importants de proposition. D'accord. L'effondrement du système de la santé chez nous, joint à d'autres systèmes, comme vous le dites, culturels et autres, parce que tout est lié. On assiste à une talismanerie en Algérie. Maintenant, on achète la Habba Souda, les trucs qui viennent de le halib tal atrous, et ainsi de suite. Donc, les autres choses comme ça, de citoyens. Comment il s'appelle l'autre bellahmar ou bellakhdar? Voilà. Attention à une. Voilà, les médecines parallèles. Les médecines parallèles, les médecines moyenâgeuses, les médecines. Alors que l'Arabie Saoudite, par exemple, construit les meilleurs hôpitaux du monde, nous envoie à nous la Habba Souda, etc., qui fait des ravages en Algérie. Maintenant, pour les 3 propositions. Sérieusement. Premièrement, une politique de prévention qui n'existe plus chez nous actuellement. Une réelle politique de prévention qui, vaccination, comme vous l'avez dit, par exemple. D'autres secteurs. Vaccination, la rougeole qui a fait des morts. Etc. Et tout ça. C'est la prévention qui dit absolument. Voilà, la prévention, et qui inclut tous les secteurs, y compris le secteur scolaire, l'école et autres, etc. Que ce soit au point de vue alimentaire, que ce soit au point de vue vaccination et autres, etc. Deuxièmement, par rapport au secteur privé, il faudrait quand même une réglementation des lois créant des obligations juridiques et humaines au secteur privé. Maintenant qu'il est créé, maintenant qu'il est un peu partout, il faudrait quand même le mettre un petit peu à l'épreuve d'obligations juridiques. C'est-à-dire... Le réglementer. Le réglementer, il n'est pas du tout réglementé. Et c'est un secteur complètement... Comme le reste. Voilà, comme le reste. Oui, mais c'est un secteur qui touche à la santé. Ouais. Donc, un des secteurs les plus importants. Et l'État se doit, donc, de créer des obligations juridiques fondamentales concernant la médecine privée. Voilà. Et pour la mettre au service de la médecine en général. Un autre point, un dernier point, si vous permettez, c'est la politique d'importation des médicaments qui est octroyée. Là, vous touchez quelque chose. Voilà. Je termine là-dessus. Oui, on ne peut pas parler de malades sans parler de médicaments. Qui importe les médicaments? Alors, qui importe? La politique d'importation des médicaments. Peut-être que nos amis médecins le savent. Ils vont parler mieux que moi. Qui importe? Je ne sais pas. Je termine. Non,
Qui importe les médicaments? Ce sont... vous rigolez, mais vous dites rien. Non, mais je ne sais pas. Enfin... Non, mais à un certain moment, c'était des généraux. Je vais même, moi, dire un nom. Oui. À un certain moment, c'était le général Smaïl Ammari. Bento qui est associé à un grand patron du renseignement français. Celui qui était le patron du renseignement français. Ils avaient quasiment une grosse partie du monopole des médicaments. Mais sinon, il y avait plein de petits trucs comme ça. Et ils se sont taillés de grosses fortunes. Hein. Et je vous laisse poursuivre. Ouais, donc, l'autre problème, donc, c'est celui du médicament. On ne peut pas parler de soins si on ne parle pas des médicaments. Et une grande partie des médicaments est importée dans des conditions douteuses, comme vous avez cité un exemple, mais alors c'est partout dans des conditions douteuses, non seulement au niveau du lieu d'importation, parce qu'on importe de partout. Vous vous rappelez de l'affaire Rahmat Rabbi? Entre autres, par exemple. Voilà. On a vu le ministre de la Santé qui voulait encourager, parce que paraît-il, son fils, moi je le dis des choses aujourd'hui directement, son fils, il avait une part du monopole, parce qu'ils croyaient vraiment vers Rahmat Rabbi, mais c'était vrai. Donc ils lui ont fait signer des trucs de monopole, monopole pour l'Est, monopole pour l'Ouest, monopole pour le Sud, là, leurs fils, leurs enfants, d'un monopole où ils ont accepté de le lancer. Et oui, et finalement, le propre... Il ne veut pas offrir son médicament à l'étranger, etc. Voilà, donc une réelle politique concernant l'importation, hein, qui se fait d'une manière, parfois des médicaments qui sont pratiquement périmés. Hein, légalement, ils sont à 2 mois, 3 mois. Voilà. Hein, et puis, ils arrivent et ils sont périmés sur le territoire national. Ça veut dire qu'ils à très bas prix. Ils achètent ça à très bas prix dans des officines, on ne sait plus d'où ça vient, etc. Et tout. Nos amis en connaissent beaucoup plus. Azdine Zalani, comme on arrive bientôt à la fin, j'aimerais que vous nous disiez quelque chose sur la situation, parce que la situation est grave. C'est un sinistre. C'est un véritable sinistre. Et je reste très modéré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon à ce que cette société... Moi, je vous remercie de me donner chaque fois l'occasion de m'exprimer, parce que vous savez quoi, il y a beaucoup d'Algériens, alors mimoutou bilqanta, là. Parce que on souffre de ce terre, ils ont fermé la presse, tout, et on ne peut pas parler ne serait-ce que pour crier pour notre pays. Je vous apprends que le Magharibi est en ligne de mire باش يسكتوها. نقولها لكم انا هنا direct. Les Magharibiens, ils veulent la faire taire. Ils ont lancé tous leurs pitbulls, tous leurs baltagia contre nous. Ils ont activé des bureaux de gens à l'étranger pour mener des enquêtes sur tout le monde, pour essayer de nous piéger. Ils sont en train de proposer aux journalistes des pots de vin pour les faire sortir de la chaîne. Et ils sont en train de tout mettre en œuvre. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Et les femmes de conviction ne seront pas achetées, quel que soit à condition que nos téléspectateurs restent à nos côtés. Il faudrait aussi que ils sont notre force. Les gens sur le Maghrébia ou sur d'autres possibilités de s'exprimer, je dis par exemple Facebook ou autre, les gens ont besoin de s'exprimer. Ils ont beau acheter la presse, les journalistes et autres, etc., la population a besoin de vérité, et je remercie, moi, en tout cas, votre télévision, de me permettre à chaque fois, moi-même, de pouvoir... Merci Azdine Zalani. Très rapidement, Yassine Mahibahi. Là-dessus, moi, je vais juste dire que non, au contraire, si c'est pour créer un espace... pour les téléspectateurs, en tout cas, la chaîne, elle est très, très bien vue. Et puis, quand on voit la qualité des débats dans certaines chaînes privées algériennes, moi, je dis que le Maghrébia est au top quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un parterre quand même des gens très bien. Donc, c'est un débat très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que le secteur de la santé ne s'enfonce davantage? Justement, je vous ai dit, pour moi, il faut absolument une réflexion. Il faut que tous les acteurs, que ce soit dans les pouvoirs publics, mais aussi le mouvement associatif, l'élite qui est à Pourquoi vous n'avez pas des assises? Pourquoi vous n'appelez pas à des assises de la santé de façon vraiment... Ça veut dire que tous les médecins se mettent d'accord pour que tous... Il n'y a pas que les médecins. Alors, il n'y a pas que les médecins, parce que beaucoup de gens pensent que le médecin, lui seul, peut régler le problème de la santé. Non. Il y a pas, il y a des gens qui sont spécialisés dans le management de la santé, des administrateurs en tout cas, qui sont spécialisés, en l'occurrence, des directeurs, etc. Donc je pense que tous les acteurs et professionnels de la santé, pouvoir public, société civile,
tous doivent réfléchir parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de l'Algérie. Il faut être clair là-dessus. Merci. Le mot de la fin vous revient, Abdelhak Serrab. Moi, je dirais que la souffrance de la médecine et de l'hôpital n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas une maladie. La maladie, elle est ailleurs. Et une maladie, elle est faite de plusieurs symptômes. Il y a le dysfonctionnement de l'hôpital, mais il y a aussi le dysfonctionnement de l'éducation nationale, du sport national, de l'agriculture algérienne, de la banque algérienne. Et la grande maladie, elle est politique. Il y a une crise politique sérieuse et il va falloir la régler rapidement. Sinon, ça va être le naufrage total. Merci Abdelhak Serrab, merci Yassine Mahibahi, merci Azedine Zahlani, merci Sofiane Defallah, merci Amina Fadjar. Et dommage que nous n'ayons pas pu avoir Mohamed Tahar Dridi. Merci Amine Mazit. Merci à vous, chers amis, de nous avoir prêté votre attention durant toute 1h30. J'espère que cette émission a répondu à certaines de vos questions. Qawala khair, salama.